Ce point est un point qui est régulièrement abordé dans les consultations, parce que je suis consultant aussi, je suis photographe à l'origine et consultant en gestion pour les photographes, et régulièrement on me demande comment faire un devis. Il y a quelque temps, surtout ce qui se passait, c'est qu'on me demandait comment on le rédige, comment on le formalise. Et je me suis aperçu depuis un bon moment maintenant que ce n'est pas le fait de formaliser qui pose un souci, c'est le fait d'évaluer le montant de ce qu'on va mettre sur ce fameux devis. Et évidemment, tout est lié à un certain nombre de critères par rapport à ces coûts, surtout et essentiellement le fait qu'on est conditionné par le marché, du fait que les gens qui me demandent disent « mais oui, mais moi je peux pas, les prix sont trop bas, on n'y arrivera pas, enfin bon, comment faire pour éventuellement augmenter ses prix, ou tout au moins comment faire pour vivre de ce métier ». Donc il m'a fallu à un moment ou à un autre faire un état des lieux de toute ma carrière, qui commence à être longue maintenant, et de savoir comment j'allais faire pour formaliser cette histoire de devis et arriver à ce livre. Alors ce livre existe aussi parce que à la suite d'un précédent ouvrage, je vais faire un peu de pub aussi malgré tout, qui s'appelle Profession photographe indépendant, qui est beaucoup plus générique et qui parle des statuts, du droit, etc. Et je me suis aperçu, après avoir fait un petit chapitre dans Profession photographe indépendant, que tout l'aspect devis devait être mis en avant, et du coup j'ai engagé ce livre qui m'a pris grosso modo 6 mois de boulot, pas tous les jours, je ne le cache pas, mais quand même de façon assez précise. Donc on va revenir sur l'aspect du devis et ce que je vais vous en dire. Effectivement, la conférence, enfin cette intervention ne dure pas 3 heures, donc il n'est pas question de vous donner toutes les réponses dans le peu de temps qui m'est accordé, mais tout au moins de vous donner des pistes de réflexion et de la façon d'élaborer et ensuite vos prix, et de voir surtout si les prix que vous pratiquez aujourd'hui sont des prix qui sont cohérents par rapport et à votre activité et au marché, dont on voit bien que le marché est quand même assez lourd et assez pressant sur les photographes. Le souci, c'est que ce n'est pas le marché qui doit conditionner les prix. Ce qui doit conditionner les prix, plutôt que le marché, c'est le coût de revient. Et le problème du coût de revient, c'est que c'est un élément qui est quelque chose qui appartient à chacun. Donc le coût de revient va être différent selon les uns et les autres, selon le fait que vous avez une boutique, un studio, que vous travaillez chez vous, que vous avez acheté du matériel ou pas, que vous travaillez avec un dos numérique sur un appareil moyen format, ou vous travaillez avec un 24-36 ou des choses comme ça, vous n'aurez pas les mêmes coûts d'installation. Et donc ce coût de revient va être très important à déterminer, et on va voir comment on va arriver à faire en sorte d'opérer une certaine triangulation, je dirais, entre les différents éléments. On a plusieurs éléments. On a évidemment le coût de revient qui est la base, puisque c'est ça qu'il va falloir identifier au départ, et je vais vous donner quelques pistes par la suite pour identifier ce coût de revient. Mais ce coût de revient va être à l'équilibre avec le prix de marché et le prix de vente. On pense souvent que le prix de vente doit être dépendant du prix marché. C'est faux. On va voir aussi que le prix de vente peut être supérieur au prix marché, mais ça marche aussi. Simplement, ça va obliger à faire d'autres actions, à avoir d'autres façons d'appréhender le marché global pour voir si on peut vendre au-dessus de ce fameux prix marché. Alors je vais revenir quand même un peu sur cette histoire de prix marché, parce qu'il est variable aussi selon les différents secteurs dans lesquels vous opérez. Le prix de journée d'un photographe de mariage ne va pas être le même que le prix de journée d'un photographe de pub. Le photographe d'un pub qui travaille pour un studio de création ne va pas avoir le même prix marché que celui qui travaille pour les grands groupes ou les grosses agences. On a des fois des écarts qui sont de 1 à 4, à 5, à 10. Donc le fait de se dire il n'y a qu'un seul prix
est déjà une erreur à la base. Et surtout une erreur qui va nuire sur le long terme. Parce qu'en général, on se base, pour penser qu'on va vendre beaucoup plus, on se base sur le prix le plus bas. Ça, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, on va essayer déjà d'établir, là maintenant, quel est ce coût de revient. Sur quelle base on peut faire pour établir un coût de revient. Donc le coût de revient va se baser sur un certain nombre d'éléments. Les éléments que vous connaissez, hein, j'invente rien. N'attendiez pas de ma part que je vous révèle des choses extraordinaires et inconnues. C'est des choses qui sont connues, qui nécessitent parfois d'ailleurs d'être recadrées, d'être recentrées pour qu'on puisse les réajuster. Alors, pour établir un coût de revient, il y a déjà tout l'aspect du statut juridique. Le coût fiscal, le coût social. Selon l'activité que vous avez, selon le statut juridique que vous avez, le coût social ne sera pas le même et le coût fiscal non plus. Je vais juste vous donner des exemples très rapides. Aujourd'hui, on parle beaucoup du statut d'auto-entrepreneur. Ce statut d'auto-entrepreneur qui, soi-disant, coûte 0 à l'entrée, c'est une erreur monumentale et c'est archi faux, puisque aujourd'hui, quand vous allez sur le site auto-entrepreneur, qu'on vous aiguille vers le statut d'artisan auto-entrepreneur, il y a un stage préalable à l'installation qui est de l'ordre de 260 €. Vous êtes ensuite assujetti à la CET la deuxième année, qui est à peu près dans le même tonneau, ce qui veut dire que si vous faites 0, de toute façon, ça vous coûtera de l'argent. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour le statut d'auteur, mais du coup, on a plus de limites. Ça, je ne peux pas vous développer tout ça, mais il y a des bouquins pour ça, hein, dont Profession photographe indépendant, entre autres. Et donc ça veut bien dire quand même que le coût fiscal et le coût social va avoir un écart important, ne serait-ce que sur les modes de calcul des cotisations sociales, selon les différents statuts, et qui varient de 1 à 2, 3. Donc ça veut dire quand même qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus. Le deuxième point qui est important, c'est les besoins personnels et les frais de fonctionnement. Je les ai mis dans le même cadre. Pourquoi? Parce que les besoins personnels, je ne veux pas utiliser le mot salaire, parce que en tant que travailleur indépendant, on ne touche pas de salaire, ce serait trop beau. Donc on touche, mais on a des besoins comme tout le monde. Il faut payer son loyer, sa bouffe, ses fringues, sortir de temps en temps. Donc ces besoins personnels, tous les mois, on doit les couvrir. Et on les couvre avec quoi? Avec les revenus qu'on tire de notre activité. Donc il faut en tenir compte quand on va faire des calculs de coût de revient. Les frais de fonctionnement sont des frais qui sont liés à votre activité professionnelle. C'est-à-dire les remboursements d'emprunts, des studios, les parts pro, des dépenses que vous pouvez faire dans votre activité. Donc ces frais de fonctionnement sont des frais qu'on a, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, donc on doit en tenir compte. Donc ça vient s'additionner au coût social et fiscal. Et puis, derrière tout ça, si vous vous arrêtez à ça, à la fin de l'année, vous allez bien tout payer, il vous reste bien, et puis il ne vous reste plus rien. Vous êtes content, vous avez fini l'année, hein, vous n'êtes pas en rouge à la banque, tout va bien, et vous recommencez à galérer pour une année parce que vous n'avez aucun moule, aucune trésorerie, vous n'avez rien. Moyennant quoi, pour le développement, pour s'acheter du matériel, pour essayer de fiabiliser un peu son entreprise, c'est plus compliqué. Donc, quand vous calculez vos coûts de revient, le conseil que je peux vous donner, c'est de prévoir une marge. Ce que les banques appellent un fonds de roulement, c'est un peu un mot barbare. En gros, c'est de la trésorerie. Il faut qu'à la fin de l'année, vous ayez à la banque de l'argent. Bon, si vous êtes raisonnable et comment dire, sérieux, vous pourrez mettre de l'argent de côté. Moi, j'ai toujours eu mal, hein, mais malheureusement, l'argent me brûle un peu les doigts, donc à la fin de l'année, j'ai plus rien. Mais faut surtout pas faire ça. Hein. J'ai testé, c'est toujours la galère. Donc, il faut impérativement que vous ayez de l'argent mis de côté, donc que vous prévoyez ça dans votre coût de revient et dans vos calculs. Une fois que vous avez calculé ce coût de revient, vous obtenez un résultat. Ce résultat, vous allez devoir le comparer à quelque chose dont je vous ai parlé donc en début de l'intervention, c'est-à-dire au prix marché. Ce coût de revient est-il inférieur au prix marché, équivalent au prix marché ou supérieur au prix marché? Là, vous allez vite le voir. Et quand je parle du prix marché, c'est du prix de votre marché, de vos clients. Pas des clients du voisin, on s'en fout. Hein, souvent, je vois sur les forums, moi je vends quoi tant, donc toi tu dois vendre tant. C'est une ânerie.
Ça n'a aucun sens. Parce qu'un photographe vend, l'autre ne peut pas se baser dessus pour dire bah, c'est ce prix-là. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est livré, dans quelles conditions, comment, enfin bon, un certain nombre de critères déterminent aussi les prix. Donc quand le coût de revient est inférieur au prix marché, donc ce que ça vous coûte est plus bas que ce que vous pouvez vendre au minimum. Surtout, ne vous alignez pas sur votre coût de revient. Non, vous montez de façon à arriver au prix marché, au minimum. De cette façon-là, votre trésorerie va se constituer naturellement et toute seule, sans aucun problème. Votre coût de revient est équivalent au prix marché. Là, normalement, vous allez arriver à la fin de l'année, vous aurez du fric, etc. Bon, essayez quand même d'aller vers une dynamique de plus. Hein. Le principe, c'est toujours de gagner le plus possible. Alors, j'aurais tendance à dire en faisant le moins possible, mais c'est pas bien, c'est pas politiquement correct. Mais le problème, l'idée, c'est quand même de gagner le plus d'argent possible avec son activité et dans l'environnement dans lequel on est. Le troisième critère, le coût de revient est supérieur au prix marché. Alors là, c'est là où il va peut-être falloir quand même vous poser quelques questions, c'est-à-dire comment avez-vous évalué ce coût de revient? Et pourquoi est-il supérieur au prix marché? S'il est supérieur au prix marché, ça peut être aussi parce que vous avez estimé ou évalué des besoins personnels trop importants. Justement, je vous dis de gagner de l'argent, donc tant mieux. Donc, ben moi, je veux en besoin personnel 4-5 000 € par mois, ben, pourquoi pas, hein, voire 10. Hein. Si, une fois calculé, ça rentre dans le prix marché, allez-y. Je veux dire, pas de honte à gagner de l'argent. Hein. Je veux dire, on est dans un monde libéral, enfin, allons-y. Hein. Ce que vous en faites, après, c'est votre problème. Mais il n'y a aucune honte à gagner du pognon. Donc, le souci, si votre coût de revient est supérieur au prix marché, vous allez avoir la seule façon de ramener ça dans des critères, c'est soit d'augmenter le nombre de jours de travail, soit d'augmenter la qualité, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens viennent vous voir pour ce que vous faites, ce que vous savez faire. Et à ce moment-là, si on vient vous voir pour ça, vous pourrez monter votre prix, puisque c'est vous qu'on vient chercher, et pas un photographe lambda, pas un... Alors, ne me jetez pas de tomates, mais pas un technicien, pas quelqu'un qui sait simplement faire des photos. Les gens viennent rechercher un regard. Donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vendre au-dessus normalement, vous pourriez vendre au-dessus du prix marché. Alors faites attention toutefois, s'il s'avère que ce que vous proposez, que vous ne pouvez pas augmenter le nombre de jours, etc., si votre coût de revient reste au-dessus du prix marché et que systématiquement vous vendez en dessous, normalement, au bout de quelques mois, vous arrêtez de faire de la photo et vous faites autre chose. Hein. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, vous perdez de l'argent. Et quand je dis vous perdez de l'argent, vous en perdez vraiment. C'est pas j'en ai pas gagné, c'est j'en ai perdu. Vous travaillez pour perdre de l'argent. Moyennant quoi, arrêtez de travailler, hein, vous perdrez moins. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un certain nombre d'efforts pour aller dans la direction de ce que je viens de vous indiquer. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour... c'est bien beau d'évaluer ces histoires de coût de revient et autres, mais comment est-ce qu'on va faire et à quel moment on se met à augmenter les profits? Alors ça se met au moment de la vente. Quand vous allez faire des factures, il faut bien comprendre que sur vos factures, sur vos notes d'auteur ou vos factures, il y a une partie qui est extrêmement rémunératrice, sur lesquelles la marge est très importante, et des parties sur lesquelles la marge est peu importante, voire nulle. Alors la marge est peu importante, voire nulle, sur ce qu'on appelle les remboursements de frais. Quand vous travaillez avec un client, il vous demande d'aller à tel endroit où vous avez besoin de louer un studio à la journée ou du matériel à la journée, et que tous ces éléments-là, vous les refacturez au client, ça ne fait qu'augmenter votre chiffre d'affaires sans augmenter votre bénéfice. Même si vous prenez une marge dessus, marge qui s'avère de plus en plus compliquée de demander aujourd'hui aux clients. C'était peut-être vrai il y a 20 ans ou 30 ans, mais aujourd'hui, essayez de revendre 130 € un truc que vous avez acheté 100, à mon avis, ça va faire mal. Hein. Il va pas forcément être d'accord. Alors que pourtant, cette marge de 30% est une marge naturelle à la revente et permet de tenir compte des mouvements financiers, de la facturation, etc. Mais bon, ça passe de moins en moins. Moyennant quoi, ce qu'on appelle les frais variables, les frais de production, ces frais-là ne rapportent pas un rond.
augmente votre chiffre d'affaires et ne rapporte rien. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit très intéressant à développer. En revanche, il y a toute une partie qui concerne les recettes pures de temps passé, de prestations, qui, elles, servent avec des marges normalement importantes et donc vont permettre de compenser à la fois les frais de fonctionnement et les prélèvements de l'exploitant pour son activité. C'est donc ces éléments-là qu'il va falloir développer et même montrer, prouver à vos clients que c'est quelque chose qui est très important, que vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un certain prix parce que c'est pas possible. Et des fois, il vaut mieux refuser des boulots d'ailleurs que de les faire vraiment trop bas. Si, sous prétexte qu'on vous demande un devis, on vous dit, voilà, c'est tant et puis c'est pas autrement, et que vous dites oui à chaque fois, il y a un moment ou un autre, je vous assure, ça va vous poser des soucis. J'ai même eu le cas, moi, de quelqu'un qui me demande un devis, enfin, il ne me demande pas un devis d'ailleurs. Il m'appelle en me disant, voilà, j'ai des photos à faire, c'est photos de mode et tout. Alors, moi, je dis oui, hein, même si j'en fais peu, mais s'il y a du pognon à prendre, je le prends. Donc, je dis oui. Donc, il y a des photos de mode à faire, parfait, pas de problème. Et je lui dis, mais quel budget vous avez? Et il me répond, mais j'en ai pas. Je dis, comment ça, pas? Non, j'en ai pas, c'est pour un gratuit. Donc, comme c'est pour un gratuit, je ne suis pas payé, donc vous n'êtes pas payé. Moyennant quoi, je lui ai dit, puisque c'est comme ça, moi, pour un gratuit, je ne travaille pas. Quoi, hein, je reste chez moi, ça me coûtera forcément moins d'argent. Donc, les gens osent quand même demander ça, et ils vont même oser jusqu'à vous dire, oui, j'ai un euro par photo, c'est ce que je vois sur les forums, les machins, Photolia, pour ne pas les nommer. Hein, vous vous rendez compte, un euro, c'est beaucoup un euro, tiens donc. Donc, je passe mon temps très souvent à refuser des boulots. Alors, il y a sûrement des gens qui le prennent, mais en tout cas, ce sera pas moi, ça c'est clair. Même si je ne suis pas exigeant, je ne suis pas un mec très connu et tout, donc je veux dire, mon prix de journée, il est le prix lambda de tout le monde, donc il n'y a pas de problème. Moyennant quoi, j'ai bien quand même compris qu'il fallait que je dégage un profit, et ce profit se passe au moment de la facturation, au niveau de la mise en œuvre, au niveau de la cession des droits, de la post-production, de la retouche, c'est-à-dire qu'il faut tout vendre. À partir du moment où vous êtes en contact avec quelqu'un, vous commencez à faire tourner le compteur, même si ce n'est pas écrit. Pour être un peu brutal, je dirais que « Bonjour monsieur, je vous sers la main, 5 euros. » Je fais la facture, 10 euros, etc. C'est-à-dire à chaque fois que je vais travailler pour quelqu'un, même si je ne l'écris pas sur la facture, ça génère une dépense de temps, donc ça doit générer une recette d'argent. C'est pour ça que je vous disais que j'ai rien inventé, hein, c'est le principe de base. Hein. Donc ça, si vos recettes baissent, c'est-à-dire que si vous avez prévu un coût de revient qui tient compte d'un certain nombre de jours, de dépenses, etc., puis les recettes baissent, qu'est-ce qui va être le premier poste qui va être impacté par la baisse des recettes? C'est pas les frais de fonctionnement, hein. Les frais de fonctionnement, il faut les payer. Hein. Si vous avez du téléphone, un loyer, machin, etc., vous dites, ah non, mes recettes ont baissé, pardon, mon propriétaire, je vais vous payer moins. Vous comprenez, je gagne moins, donc je vous paye moins. Le propriétaire, il était gentil, mais ça ne marche pas. Hein, donc vous allez devoir payer tous les frais de fonctionnement. En revanche, vous pourrez prendre moins d'argent, puisqu'il y en aura moins sur le compte. Donc c'est le premier poste impacté, c'est vos prélèvements personnels, donc les bénéfices, puisque c'est avec les bénéfices que les travailleurs indépendants vivent. Donc c'est les bénéfices qui sont les premiers impactés. Quand vous faites une remise à un client de 10%, la remise est faite sur la totalité du chiffre d'affaires, mais l'impact se fait sur les bénéfices. Donc si vous faites 50% de bénéfices, vous faites une remise de 10% de votre chiffre d'affaires, c'est 20% de vos bénéfices qui va partir à la poubelle. Donc attention aux remises. Alors on va voir un peu maintenant comment se calcule ce fameux coût de revient, puisque malgré tout c'est le nerf de la guerre. Hein, comment est-ce qu'on fait? Il est gentil, il parle de coût de revient, comment je le calcule? Alors normalement, je dis bien normalement, tout professionnel, tout travailleur indépendant devrait connaître son coût de revient. C'est-à-dire à la journée, combien je dois faire au minimum pour couvrir mes frais. Prélèvements personnels, alors quand je dis frais, on est d'accord, on inclut dedans les frais, les prélèvements personnels aussi, hein, prélèvements personnels et frais de fonctionnement. Combien je dois faire au minimum à la journée pour couvrir ces dépenses. Et à partir du moment où on connaît ça, on est déjà beaucoup plus préparé à la négociation.
Alors, pour calculer le coût de revient, c'est pas hyper compliqué, c'est un peu fastidieux. Voilà, je suis d'accord que c'est pas le truc qu'on fait tous les jours, mais essayez de, malgré tout, de le faire. Alors, il faut analyser et lister toutes les dépenses fixes annuelles. Les dépenses professionnelles, c'est relativement simple. Hein. Pour les dépenses personnelles aussi. Alors, généralement, il faut vous préparer. Hein, un moment où vous n'avez pas le blues, vous prenez un calmant, vous écoutez de la musique zen, vous vous mettez en position du lotus, enfin, vous faites tout ce qu'il faut, et vous prenez tous vos relevés de banque de l'année, et vous regardez combien vous avez dépensé à l'année. Et ça vous donne vos besoins personnels par rapport à une situation à l'instant T. Alors, généralement, on ne fait jamais ça. Hein. On regarde la fin de sa relevée de banque, on a de l'argent, on en a plus, bon, très bien. Mais si je vous demande à froid, comme ça, si vous savez combien vous avez dépensé dans l'année, brutalement, en milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros plutôt d'ailleurs, vous risquez d'être un peu surpris, enfin moi je suis surpris à chaque fois, donc, mais vous risquez d'être un peu surpris du montant que ça fait. Et ce montant est le montant minimum que vous devez atteindre en bénéfice. C'est pas en chiffre d'affaires, en bénéfice. Si vous dépensez, je sais pas, 30 000 euros par an pour vivre, il faut que vous fassiez 30 000 euros de bénéfice. Donc ça veut dire que votre chiffre d'affaires est forcément au-dessus. Ça veut dire que votre chiffre d'affaires doit forcément être à 40, 50, voire 60 000 euros. Donc tous les statuts d'auto-entrepreneur et autres sont de fait vraiment des statuts de démarrage et ne peuvent en aucun cas être des statuts qui permettent de développer et de pérenniser son activité. Donc une fois que vous avez bien évalué ça, vous évaluez un fonds de roulement, une trésorerie. Bon, la trésorerie minimum que je peux conseiller, c'est 3 mois de chiffre d'affaires. 3 mois de vos dépenses professionnelles et personnelles. Donc un quart, quoi, en gros, hein, du montant que vous aurez trouvé annuellement. Et ces 3 mois, vous les ajoutez à la somme que vous avez trouvée et vous allez diviser le tout par le nombre de jours où vous produisez des richesses par an. Quand je dis produire des richesses, ce n'est pas le nombre de jours où on travaille, parce que il y a des jours où on travaille et on ne vend pas. Tous les jours de prospection, d'administratif, de recherche, etc. sont des jours où on travaille, hein, mais où ce moment-là n'est pas vendu en direct. Donc ça ne produit pas de richesse, dur à dire ça, et de ressources. Donc vous allez diviser, vous allez essayer de voir combien de jours vous produisez de richesse par an pour trouver quel est votre coût de revient jour. Alors, ce nombre de jours annuels, j'ai coutume parce que je fais des cours aussi, donc quand je demande, on me répond, oh, ben, je sais pas, 200, 220 jours comme un salarié. C'est une erreur, on ne travaille pas 200, enfin on ne produit pas 220 jours par an, on ne produit même pas 200 jours par an. Et quand on produit 100 jours par an, on a la banane, mais alors jusqu'aux oreilles. Parce que 100 jours par an, ça veut dire que vous produisez un jour, vous prospectez un jour, vous produisez un jour, vous prospectez un jour, vous produisez un jour. Ça n'existe pas, enfin ça n'existe pas, si ça existe, mais c'est rare. Il s'avère que la moyenne, on peut constater, c'est entre 50 et 80 jours par an, sur les 365. Ça fait mal, hein? Ça veut dire que vous avez, pour faire votre chiffre d'affaires, entre 50 et 80 jours par an. Ça veut dire que pour générer 30, 40, 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 50 à 80 jours. Ça vous donne une idée du chiffre, du coût de revient à la journée. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, vendre un jour à 200 euros, eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais vous courez à la catastrophe. Alors, si vous avez une activité salariée à côté, ok, mais si vous devez vivre que de ça, ça ne va pas le faire. Hein. Vous avez de fortes chances d'avoir des gros problèmes par rapport à ça. Donc, le coût de revient, vous apercevrez qu'il va osciller. Et d'ailleurs, quand vous voyez tous les travailleurs indépendants, les libéraux et tout, un professionnel libéral qui a peu de frais, il va vendre sa journée aux alentours de 400, 500, 600 euros. Un consultant qui n'est pas très cher est dans ces prix-là, et plus aux alentours de 600 que de 500. Mais c'est à peu près dans ces prix-là. Alors je vous rappelle qu'en tant que photographe, vous avez des frais. Hein, en circulant dans le salon, vous allez voir le prix du matériel.
je pense qu'il va falloir, c'est un poste qui est à prendre en ligne de compte, puisque pour équiper un studio, même aujourd'hui où c'est moins cher que du temps de l'argentique, enfin, faut quand même, mais ça se renouvelle plus. Alors de toute façon, les choses sont un peu, ceci explique cela, mais vous avez facilement, vous avez vite 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 euros d'investissement. Donc c'est pas innocent. Et ces investissements, il va falloir que vous les récupériez au fur et à mesure de toutes les ventes que vous allez faire, de tout ce que vous allez négocier avec vos clients. Alors il ne s'agit pas de se dire « Oh là, il est cinglé, tout ça, j'y arriverai jamais ». C'est dans votre tête, ça. Hein. Les photographes culpabilisent par rapport au prix, à la valeur de leur travail, et tout, ils mélangent tout. Donc, mais ça, c'est dans votre tête. Votre travail a une valeur, donc il faut en être persuadé. Maintenant, d'un autre côté, il y a aussi la façon dont on va préparer le travail pour convaincre le client que de toute façon, on doit vendre ce prix-là et on est dans ces prix-là. Quand vous faites un devis, ça se prépare, c'est pas quelque chose qui est oh bah tiens, je vais faire un devis, je vais faire tant. Bon. Le client il m'a demandé une photo, vous recevez des fois un mail ou un truc, mais qui sont moins chers un peu que les gens qui vivent que de la photographie parce qu'ils ont un peu plus de souplesse. Mais il y a d'autres façons d'approcher ça. Un jour, il y a quelqu'un qui était à la retraite, comme ça, qui me consulte et qui me dit combien je peux vendre mes photos, enfin, ou comment ça peut se faire et tout. Alors, je lui explique le statut, comment il fait, ce qu'il peut faire, et je lui dis, s'il vous plaît, soyez sympa, essayez de pas trop descendre les prix. Et à ce moment-là, sa réponse, j'ai adoré, elle m'a étonné, mais moi, je m'en fiche, je vais vendre, il est hors de question que je descende les prix, puisque je n'en ai pas besoin. J'ai une activité par ailleurs, je suis à la retraite, donc je peux maintenir mes prix, je peux même vendre plus cher puisque j'en ai pas besoin. Et à partir du moment où effectivement vous n'avez pas besoin de quelque chose, en général vous vendez plus cher. Moi, les fois où ça a été plus dur pour moi, c'est quand c'était un peu dur, un peu chaud, hein, que le chiffre d'affaires baissait, qu'il fallait que je paye mon électricité et tout. Et quand le téléphone sonne et qu'à ce moment-là on vous propose des photos et que vous savez que si vous les avez, vous pouvez payer la facture d'électricité, vous êtes prêt à dire oui. Sauf que si vous le faites, demain, on va descendre en dessous de ce prix-là, on va descendre à chaque fois. Dès que vous cédez un pas, on vous pousse plus loin pour voir à quel moment vous allez vous casser la figure. Et quand vous serez en rupture, ben, on prendra un autre qui aura besoin de travailler, etc. Alors je suis désolé, hein, je passe un peu le moral, mais c'est aussi pour montrer qu'à partir du moment où vous aurez du devis et de l'activité une approche cartésienne, lucide, que vous êtes en mesure de défendre vos coûts, vos prix, en général, hop, tout remonte. Soyez persuadés, soyez convaincus, soyez battants, soyez sûrs de vous, et vous allez voir, les gens vont vous suivre dans votre montée, dans la montée de qualité, dans la montée de prix, etc. Bon, pas de 1 à 10, hein, mais au moins vous m'encadrez, au mieux vous montrez. Alors il y a il y a un moyen, enfin il y a des choses aussi qui sont liées. Le maintien de la qualité d'une prestation est un équilibre entre les délais et les moyens mis en œuvre. C'est-à-dire que souvent on va vous dire, dépêchez-vous, alors je veux que ce soit très vite fait, hein, pas cher et d'une excellente qualité. Là c'est pas possible, hein. Très vite, pas cher, c'est pourri, hein. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, s'ils veulent que le prix soit maintenu avec la qualité, ben, il faut forcément qu'il y ait soit plus de délai. À partir du moment où on a plus de délai, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir intégrer certaines prises de vue dans d'autres prises de vue, donc on peut descendre un peu le prix, mais il y a plus de délai. Et s'il y a peu de délai, ben, il faut augmenter le prix, parce que vous allez être obligé de mettre en œuvre des moyens spécifiques pour maintenir justement ces délais courts. Soit en prenant des gens, en demandant à quelqu'un de travailler avec vous, soit en faisant des coupes. Enfin, il y a un lien entre les délais, la qualité et le prix. Tout ça, c'est des équilibres. Dans la base, quand vous faites vos calculs de coût de revient, vous partez sur des délais moyens, c'est-à-dire un délai normal, des moyens mis en œuvre normaux, des choses qui restent équilibrées. À partir du moment où vous déséquilibrez quelque chose, forcément, il y a des choses qui varient. Hein. C'est pareil, c'est comme la triangulation de tout à l'heure. Il y a 3 éléments qui sont en lien en permanence.
Pour faire un devis, il y a ces 3 critères qui sont à adopter. Vous allez analyser la demande, vous allez connaître votre coût de revient et vous allez tenir compte du budget du client. Ces petits cercles-là, c'est un peu quelque chose qui est assez symbolique de la façon dont on va réagir pour faire le devis. Le devis, c'est vraiment l'intersection des 3. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le coût de revient, il a été établi, vous avez analysé de la demande parfaitement et ça rentre en accord avec le budget du client. Et là, le devis, il est nickel. Normalement, s'il n'y en a pas un autre qui fait mieux que vous, vous avez le boulot. Si vous êtes juste sur le croisement de 2 cercles, vous avez une zone d'étude, c'est-à-dire qu'il faut aller vers le centre, le croisement des 3 cercles que je vous indique là. C'est un moyen de réflexion et pour savoir comment évaluer ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer juste, j'ai fait des petits croquis pour montrer comment les choses peuvent se faire sur un élément simple, les questions à se poser, par exemple pour un reportage. Un reportage, on va dire facile, hein, de faire un devis pour un reportage, c'est excessivement simple. On y va, on fait les photos, on revient, terminé. Alors il y a un certain nombre de questions à poser, les voilà. Et ça, c'est que pour un reportage. C'est-à-dire que j'ai fait, dans le bouquin, il y a des mêmes trucs, mais pour des trucs en studio, avec des prods, etc. Donc, je peux vous dire, vraiment, que là, quand vous commencez à vous poser des questions, c'est-à-dire comment vous y allez, pourquoi vous y allez, vous êtes en mesure de répondre à chaque fois, à chaque case, à chaque élément, vous avez forcément une interaction sur le prix. C'est évident. Que vous y alliez en avion ou en train, c'est pas la même chose. Que vous y alliez en voiture ou en avion, c'est pas la même chose. Et si vous y alliez par exemple en voiture, c'est pas forcément moins cher qu'en avion. Parce que la voiture, on le sait aujourd'hui, par exemple faire Paris-Marseille, vous le faites en voiture, c'est une journée, il y a du péage, il y a du carburant, il y a etc. Il y a le prix de la voiture, il y a votre temps dans la voiture. Moi je suis désolé, mais le temps quand je suis en bagnole, le temps, je le fais payer. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de faire autre chose. Hein. Donc je le fais payer, même si je le fais payer à 50% du temps plein, je le fais payer. Et donc ça veut dire que faire un aller-retour Paris-Marseille, si je pars du principe que je suis à 1000 € la journée, par exemple, déjà il y a 1000 € pour l'aller-retour à 50%, hein, il y a 1000 € de temps passé, plus les péages, plus la bagnole, plus tout. Donc ça veut dire qu'un aller-retour Paris-Marseille, c'est minimum 2000 €. Hein. Alors quand je dis ça au client, quand je fais une proposition, il dit non, finalement l'avion c'est bien. Je dis oui, c'est pas mal, d'autant que ça lui fait des miles en plus, donc je lui dis, hein, je vends le truc, il n'a qu'à prendre des billets d'avion, comme ça ne fait pas partie de mes frais. Donc, voilà, on externalise tous les frais, tout ce qui vous coûte, on l'externalise. Surtout que bizarrement, les gens ne nous payent pas comptant. Je ne sais pas pour vous, hein, mais ils payent rarement à la réception de la facture. Hein. Aujourd'hui, que la loi de finances a imposé des délais de 60 jours de date à date, les choses se sont un peu arrangées, enfin on n'y est pas encore, mais c'est de toute façon, on fait la trésorerie pour le client. Moyennant quoi, moi j'ai à sortir d'argent, mieux je me porte. Hein, je ne suis pas la banque, donc qui paye. Quand vous avez, concernant les prises de vue, vous allez faire à l'extérieur, vous allez faire des repérages, et si vous ne faites pas de repérage, il va falloir demander au client comment ça se passe, quelle est l'orientation du soleil. Ou maintenant avec Google Maps, là, on peut voir avec les photos satellites, l'orientation, essayer d'appréhender éventuellement si le soleil est là le matin, le soir. Enfin bon, c'est un vrai boulot de faire un devis. C'est pas tiens, je vais mettre de l'argent en face de photos. Donc à partir du moment où vous commencez à répondre à tous ces critères-là, bien votre prix va s'approcher de quelque chose de beaucoup plus sûr en termes de sécurité de ce que ça doit vous rapporter. Donc connaître ses coûts, connaître votre coût de revient, ça vous permet de le contrôler. C'est-à-dire à partir du moment où vous savez que vous êtes, par exemple, si vous avez un coût de revient qui est à 500 € par jour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre en dessous. Ça veut dire aussi que quand vous allez faire un prix de vente, vous connaîtrez votre marge, vous allez pouvoir faire en sorte que les choses soient beaucoup plus stabilisées. Et puis, quand vous connaissez vos coûts, vous défendez votre prix de vente. Si quelqu'un commence à vous agresser sauvagement en vous disant « ouais, tu te rends pas compte, 1000 € par jour, voleur, bandit, etc. » On ne me l'a pas dit hein, sur ces termes-là, mais on me l'a fait entendre, un DIRCOM notamment, qui m'a dit
qu'en une journée, je gagnais grosso modo ce que lui gagnait en une semaine. Et comme je suis un mec assez désagréable, globalement, je lui ai dit, écoutez, c'est pas à vous que je vais apprendre la différence qu'il y a entre chiffre d'affaires et bénéfice. Donc ça a été terminé, on a passé à autre chose. Ouais, et il m'a plus adressé la parole là-dessus, il m'a plus enquiquiné là-dessus. Bon, je suis pas sûr que j'ai travaillé longtemps après, mais bon. Mais néanmoins, il y a des choses qui m'agacent comme ça, c'est quand des gens qui sortent de soi-disant grandes écoles confondent leur salaire avec le chiffre d'affaires d'autres personnes. Et puis en plus, j'ai fait des calculs, il ne faut pas qu'ils en ramènent trop, parce que quand on fait des calculs au taux horaire de ce qu'ils sont payés et qu'on fait le coût total du salaire et tout, c'est pas très loin de ce qu'on gagne nous, donc on va s'arrêter là. Et on n'est pas salarié, c'est-à-dire qu'on est, nous, en permanence, comment on appelle ça, on n'est pas dans la sécurité, je veux dire, pas de boulot, pas de pognon. Hein. J'ai eu des périodes très très longues sans travail, il ne faut pas croire comme ça, oh, mais lui, tout ça. J'ai commencé il y a longtemps, donc tout allait très bien. Hein, je suis sorti de l'école, j'avais du boulot, mon père était photographe, donc ça va, hein, Broadway, ouais, sauf que le temps passe, après les choses bougent, et on a des moments où il n'y a plus de taf. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien que oui, pas de boulot, pas de pognon, c'est très fort, et c'est là où la trésorerie prend tout son sens aussi. Si vous avez 3 mois de trésorerie d'avance, ça vous permet de tenir 3 mois sans boulot. Et que 3 mois, je dirais. Donc, et éventuellement, oui, mais je sais. Et éventuellement, d'ailleurs, de pouvoir tenir plus longtemps. Donc, si on suit tous ces éléments-là, on peut espérer que les choses vont s'inverser. C'est-à-dire que on ne se fera plus trop écraser, mais on va rééquilibrer un peu le marché. Voilà. Donc je vais vous laisser quelques moments pour répondre à des questions. Si vous avez des questions, voilà, je reste à votre disposition. Oui, on parlait des déplacements, des frais de déplacement. Comment vous gérez ça sur le devis? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous faites un poste spécifique que vous mentionnez dans le devis par rapport à ça? Oui, alors les frais de déplacement, tous les frais que je vais faire de toute façon sont toujours saucissonnés dans le devis. C'est-à-dire que, et surtout quand il y a des frais. Et même quand il y a des remboursements de frais, je vais même plus loin, je fais 2 factures. Je fais, comme je suis auteur, hein, enfin, mon statut c'est auteur affilié à la GSA, donc je fais une facture ce qui concerne la rémunération de mise en œuvre, les droits, etc. Et je fais une facture de frais. Et la facture de frais, je demande à ce qu'elle me soit payée tout de suite, au prétexte que c'est du frais justement et que j'ai pas envie de faire la banque. Alors je peux vous laisser un peu de marge pour tout ce qui est prestation, mais en revanche tout ce qui est remboursement de frais, s'il vous plaît, remboursement de frais, quoi. Donc vous me le donnez et c'est tout de suite. Après l'évaluation, par exemple, en ce qui concerne notamment pour les voitures, les déplacements, j'utilise le barème fiscal. Hein. Le barème fiscal, les indemnités kilométriques. Alors vous gourrez pas, hein, il y en a 2. Il y a le barème carburant, quand c'est un barème qui est appliqué pour les gens qui ont des voitures de fonction. Et puis il y a le barème fiscal qui tient compte de la totalité des frais, ça tient compte de l'amortissement du véhicule, le carburant, l'entretien courant et l'assurance. Donc c'est celui-là qu'il faut prendre. Il tourne aux alentours de entre 40 et 50 centimes du kilomètre à peu près, selon le nombre de chevaux fiscaux. L'autre, ça tient compte qu'il y a du carburant, ça n'a aucun intérêt. Ou alors, il faut qu'il vous donne une bagnole. C'est rare. Ce que je voulais savoir, c'est quand on démarre une activité, par exemple, moi je suis salarié, je suis entrepreneur, comment on commence à facturer le juste prix? Alors, quand vous démarrez une activité, déjà, le truc, c'est qu'il faudrait commencer par calculer son coût de revient avant même de proposer un prix. C'est-à-dire suivre tout ce que je viens de vous expliquer là. Même quand vous êtes salarié et que vous démarrez l'activité, vous savez, si votre objectif, c'est d'en vivre, ou tout au moins de basculer à un moment ou à un autre, ou d'équilibrer, il va falloir que vous gagniez votre vie avec ça. Donc, il faut quand même que vous évaluiez déjà toutes les dépenses. Le problème du statut d'auto-entrepreneur, c'est que les frais ne sont pas évalués réellement, ils sont forfaitisés.
Autrement dit, les 3/4 du temps, et surtout dans le cas du statut auto-entrepreneur, c'est un piège, puisque vous avez un abattement forfaitaire de 34% pour frais, que sur ces 34%, quand vous êtes en BNC, il y en a déjà 22 ou 23% qui partent pour payer les cotisations sociales. Moyenne emploi, pour compenser les frais, il ne reste plus que 10%. 10% de votre chiffre d'affaires. Donc, généralement, vous ne compensez pas les frais, donc vous payez des impôts sur les frais. Mais si vous optez pour ce régime-là, soyez conscient que c'est quelque chose sur lequel il faudra basculer à un moment ou à un autre, et quoi qu'il en soit, toujours faire un calcul de coût. On ne choisit, enfin, je veux dire, pour proposer un prix, on ne le propose pas parce que le copain le fait à ce prix-là. Si vous voulez vraiment, vous n'avez pas envie de faire le calcul en sortant, ils nous ont cliqué, je ne vais pas faire de calcul. Ok, alors, parfait, alors je vais vous donner un truc. Prenez 150 € la première heure et 100 € les suivantes. Et là, avec un peu de peau, vous n'êtes pas trop loin d'une réalité moyenne dans la profession. Maintenant, vous avez quand même intérêt à le confronter à la réalité. Hein. Pour le recouvrement, est-ce que vous faites payer un acompte avant la prestation? Alors l'acompte, j'aimerais bien. Ah, j'adorerais ça. Je le demande hein, parfois, mais je ne l'ai jamais. Hein. Donc demandez-le. De toute façon, on sait très bien que dans la vie, si on ne demande pas, on n'a pas. Hein. Donc, justement. Demandez. C'est là? Justement. Faut que j'arrête? Bon, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, donc, toutes les réponses à toutes ces questions, vous les avez dans les excellents ouvrages produits par Erol. Moyennant quoi, après, si vous le souhaitez, je crois qu'il y a une autre conférence demain. Vous êtes là, on va dire tout. Voilà. Donc, je vais chez Erol. Pas tout de suite parce que je suis un petit peu sollicité. Donc, dans une demi-heure, si vous voulez. Non ? Je te laisse. D'accord, donc tu reviens après ? D'accord. Donc je reste à votre disposition pour répondre à des questions chez Erol et signer, si vous voulez, que je vous signe un livre. C'est pas un roman, hein, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Mais vous faites, voilà, vous êtes libre. Je vous remercie en attendant de votre attention, de votre présence et tout, et je vous souhaite un bon salon. Merci.